Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Ce qui me permet de dire, voilà, là, il y a quelque chose, c'est que c'est ce que je vous avais dit avec Emoto, l'onde vibratoire, la pensée. Je me branche sur l'organe et j'interroge. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est psychique? Est-ce que c'est chimique, métabolique? Et quand je sens ça, je sens souvent, c'est une expansion. S'il n'y a rien, ou si ça se rétracte, c'est souvent rien, c'est non. Et à partir de là, je commence à demander. Est-ce que c'est colère? Est-ce que c'est émotion? Voilà, j'ai ma petite liste d'émotions. Et là aussi, à chaque fois, si c'est oui, je sens une ouverture, comme s'il se reconnaissait, comme s'il reconnaissait que j'avais trouvé la problématique. Mais qui, il? L'organe, les tissus, sous ma main. Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous. Voici cette nouvelle rencontre avec Raphaël Ballas qui est installé sur les canapés. On dit Ballas ou Ballas d'ailleurs? Ballas. Ballas. Bienvenue Raphaël, bonjour. Merci, bonjour Marc. Merci d'être là, vous êtes ostéo, comme on dit? Voilà, ostéo. Oui. Et on va parler de l'ostéopathie. Et alors on a choisi un titre qui est assez évocateur et qui nécessite d'avoir une explication de texte. C'est le fait de vouloir changer l'image de l'ostéopathie. Parce qu'elle est vieillotte? Non, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose que ce qu'on nous a enseigné. Sur les bancs de la fac ou sur les bancs ouais. Exactement. Donc il y a le côté physique, technique, que tout le monde connaît, hein, je me remets ma vertèbre. Et là, je vais expliquer après comment c'est venu, mais je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses insidieuses derrière. Et quand on allait en plus profondeur, on se rend compte que ça marchait. Et ça a été une de mes maximes, c'est-à-dire qu'il faut aller à la cause. J'ai toujours comparé un peu l'être humain, avec un grand E, être, à un arbre. Plus les racines sont profondes, plus elles sont de bonne qualité, plus il s'expand et plus il vit de façon formidable et en sérénité dans la paix. C'est toujours, alors là encore, et je le dis souvent, et j'espère que ce n'est pas trop redondant pour ceux qui nous regardent régulièrement, mais beaucoup de thérapeutes, d'accompagnants de vie, de coachs, qui se sont installés ici, nous disent que pour régler une problématique chez quelqu'un ou aller à la rencontre de sa problématique, il n'est pas nécessaire d'en connaître la cause. Vous nous dites l'inverse. Si vous faites du superficiel, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer des personnes qui ont vu des collègues ostéopathes 4 fois, 5 fois. C'est ça. Et pas satisfaits. À partir de là, je leur dis, il y a quelque chose autre. Il faut aller autre part, autrement. Et là, parce que c'est pas la peine de refaire la même chose. Donc, si on va sur des choses un petit peu différentes, voire plus profondes, à partir de là, ça peut tenir plus longtemps. Quand je pose mes mains sur une personne, c'est pas, je cherche pas la vertèbre, le ligament, l'os. J'ai l'impression de poser mes mains sur une histoire, sur quelqu'un qui a vécu, qui a eu des mésaventures, qui a eu des blessures, qui sont toujours plus ou moins vivaces. Et comme sur le chemin de vie, il y a une cause qui devient une conséquence, pour une autre cause, pour une autre conséquence, c'est un peu les dominos, qui fait que si vous réussissez à cicatriser ou à rechercher un début de cicatrice de ce début de problématique, vous changez la donne. Et ça, je l'ai vécu aussi personnellement. Ça m'a fait du vertige d'ailleurs. Comment? Eh bien, j'avais été appelé pour être collaborateur d'une ostéopathe qui, pour remplacer une de ses assistantes. Et ce qui s'est passé, il se trouve qu'on faisait tous les deux des approches pour les vaccins, je ne rentre pas dans la polémique, mais pour de la désintoxination homéopathique.
mais chacun a son approche différente. Alors, c'est le premier mot dont je voulais vous parler, désintoxination. Alors, la toxine, qu'est-ce que c'est que la toxine? J'en avais, bien sûr, j'imaginais que j'en avais parlé à l'époque. Et finalement, c'est un petit peu comme un moteur de voiture qui s'encrasse. Si vous le nettoyez, il va mieux démarrer. Là, vous pouvez, on parle de l'alimentation de nos jours. On parle de, éventuellement, maladies. On parle de médicaments ou même de personnes qui disent les médicaments, ça ne passe pas avec moi. De générique, vous voyez, des choses qui ne sont pas conformes avec la personne, parce que des indications et des problèmes secondaires. Ça peut créer des toxines qui ne vont pas forcément vous empêcher de bien vivre, mais qui peuvent amener des petites problématiques. Par exemple, de l'usure, du mal-être, des choses comme ça. Et si vous nettoyez ces toxines, bah déjà, personnellement, je peux vous dire que j'ai eu l'impression que c'était comme un oignon. J'ai eu des choses qui s'enlevaient. Et au début, avec cette personne, pendant 3 fois 3 semaines, j'ai eu cette cure. Et ensuite, avec un ami, puisque j'avais fait un stage avec cet ami, ça a été un peu plus profond. Et là, pendant 6 mois, je me suis nettoyé de quelque chose que j'ai appelé ça toxine. Donc, d'où le terme de désintoxination et que j'ai retrouvé dans certains titres de livres. Donc, vous avez fait, pour revenir à l'histoire, pardon, je vous ai coupé avec la définition de ce mot. Donc, vous faites un remplacement? Alors, je fais une collaboration. Une collaboration. Une petite chose que je veux vraiment dire, tout ce qu'on va dire là ne remplace pas un traitement médical, ne substitue pas un traitement médical, ni n'annihile pas. Absolument. C'est très important de le préciser. Voilà, ça, je préfère. Parce que, voilà, on n'est pas. Oui, complètement. On ne se substitue pas à un avis médical ou à un suivi médical. Oh, non, c'est très, très important. C'est souvent complémentaire. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas d'opposer la médecine allopathique d'une médecine complémentaire. D'ailleurs, personnellement, je n'hésite pas à renvoyer chez un médecin ou en fonction, évidemment, de la problématique qui est touchée. Donc, cette histoire. Alors, cette histoire, donc je continue. Je soigne des gens avec elle et elle se met à... parce que son dada, si je peux dire, c'était la pédiatrie, les enfants. Et elle a voulu faire des stages pour les enfants où elle a mis en place donc, des programmes de désintoxination, notamment pour les vaccins. Là aussi, je ne rentre pas dans la polémique. Et comme j'étais collaborateur, et je vous avoue que je n'étais pas à l'aise avec les nourrissons à ce moment-là, j'ai voulu faire le stage. Et on est tous des enfants. Des grands enfants. Grands enfants, enfants intérieurs. Et on faisait des tests sur nous-mêmes pour sentir ce que ça fait. Et j'ai remarqué que quelques tests me mettaient mal à l'aise. Par exemple, les tests, c'était quoi? Des tests de... Je vous avoue que ça fait loin, mais... des tests... Mais des tests d'ostéo? D'ostéo, oui, c'est tout ça. D'accord. Donc de la manipulation, des choses comme ça?
C'est ça, des tests de là. Et puis, quand on pensait à quelque chose, on se rend compte qu'on avait moins de force. Quand on parlait d'une thématique, on était mal à l'aise. Donc, on sentait un mal-être intérieur, physiquement, etc. Et là, à la fin du stage, je lui ai dit, mais certainement qu'il doit y avoir des choses à nettoyer en moi. Parce que ça faisait depuis un bout de temps que j'avais l'impression de tourner en rond. C'est peut-être une de vos questions en disant comment j'étais avant ou comment je suis après. Donc, on va revenir dessus après, certainement. Et à partir de là, on a fait des tests par rapport à la désintoxination homéopathique. Et il se trouve que donc, j'ai eu 3 semaines de traitement. Et j'ai senti pendant ces moments-là comme des plures d'oignons qui s'enlevaient, une sensibilité qui était de plus en plus fine dans mes mains. J'ai eu une gourmandise de lecture. Donc, j'ai commencé à lire beaucoup, à commencer par un livre que j'ai lu 10 fois. C'est le premier livre, c'est ce qu'on appelle Prophétie du 5e règne, je ne sais pas si on peut le dire à l'écran, de Yann Laflèche, donc, qui est très ancien, puisque c'était en 2005. Et puis après, ça a été vraiment des révélations. J'ai commencé à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que l'émotion, à mon niveau, bien sûr. Comment je peux aborder ça, qu'est-ce qui fait que ça n'allait pas classiquement... Et quand j'ai testé aussi, en séance, je commence à demander. Alors là aussi, je suis basé... J'avais eu l'occasion de lire, parce qu'on est fait par 90% d'eau. Et lors d'un stage, on a parlé de M. Masaru Emoto, les messages de l'eau. Et quand j'ai lu ça, je me dis, mais 90% d'eau. Et donc, j'ai commencé à lire ces expériences. Et je me suis amusé, entre guillemets, bien sûr, à tester, parce que lui parlait de la pensée comme une onde vibratoire. Onde vibratoire, dans l'eau, pour moi, il n'y a pas de raison, je trouvais que ça allait tout à fait dans le bon sens. Et donc, en testant, j'ai commencé à tester, donc, au début de séance, physique traumatique, chimique, psychique, et quasiment 5 fois sur 6, je trouvais une origine psychique, émotionnelle. Puis j'ai commencé à faire des stages dans le tissulaire, où on parlait aussi des émotions, peut-être pas au niveau 1, mais niveau 2, donc voilà. Et j'ai commencé à mettre un petit peu une salade, que je peux dire, de tout ce que je faisais et rajouter pour aller de plus en plus à la cause. Et aussi une grande prise de conscience qui, pour certains, semble évident, mais pour moi, quand on est tout seul, on fait toujours les choses plus lentement. Si je rééquilibre l'autre, je réaxe l'autre, il faut peut-être que moi, je sois aussi réaxé. Donc, je fais les choses à mon image. Plus je me recentrerai, plus je pourrai aller plus loin on peut dire dans la qualité du travail, on peut dire dans la profondeur des choses. Chacun voit comme il l'entend. Est-ce que ça veut dire que ce que vous allez... Alors, juste avant de poser cette question-là, la collaboration que vous avez eu l'occasion de faire, notamment en pédiatrie, donc c'est avec les bébés dont vous parliez tout à l'heure. Oui, c'était son dada. Ah d'accord. Mais et donc sinon, je voyais des la... adultes, je voyais... Ah d'accord, ok, d'accord. C'est en libéral. Parce que quand on va chercher la cause, comme vous le dites, quelle pourrait être la cause chez un bébé, pour le coup? Souvent, par expérience, je dis ça par expérience avec ce que je viens d'expliquer, souvent, ça peut venir du côté parental. Quelque chose engrammé chez le bébé? Ouais. L'enfant se développe en la maman. Il ressent tout ce que la maman fait. Évidemment. Seulement, le problème, c'est qu'il ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il sent les émotions de la maman, mais si la maman ne lui dit pas, ou ne lui en parle pas par quelque moyen que ce soit, comme l'aptonie, par exemple, chez les chasse-femmes, il ne peut pas savoir. Donc, pour lui, l'extérieur, c'est comme ça. Et les enfants, ils sont les premiers à aider leurs parents pour que les parents soient bien. Donc, ils vont... Dans l'idée, c'est une explication. Après, libre à chacun. C'est, je vais prendre le problème de maman. Comme ça, maman, elle va être plus sereine. Et elle pourra s'occuper de moi. Et aussi, l'amour. Elle m'aimera toujours. Du coup, l'enfant prend pour lui l'émotion qu'il ressent
si la maman lui dit pas que c'est son histoire. Et donc ça, il naît avec. Il naît avec cette conditionnement, Ouais. cette évolution-là, oui. En se disant, bah, dehors, ça doit être comme ça. Il grandit avec, Il grandit avec. jusqu'au jour où quelque chose ressurgit, ou en tout cas il ressent un mal-être ou Exactement. quelque chose qui Donc, n'est pas en phase, il se sent pas bien, Un fonctionnement, un fonctionnement. ça va plus. Donc, qu'est-ce que je peux mettre à la place? Exactement. Et là, l'ostéopathie tissulaire peut contribuer à mettre en évidence la chose. Alors, peut-être pas par l'explication, parce que je ne suis pas chaman, médium, etc., mais à partir de l'émotion, on peut remettre en place, par une datation, un événement. Si la personne se souvient de l'événement, ben, on peut lui expliquer, mais pourquoi vous étiez en colère? Qu'est-ce qui vous a mis en colère? Reconnaissez cette colère, parce que souvent les personnes rejettent l'émotion avec le reproche de la problématique qu'ils ont devant eux. Mais cette émotion, c'est la leur. Donc à partir de là, il faut accepter cette partie de soi-même, qui est légitime. Et après, le fait de reconnaître, ah oui, effectivement, j'étais en colère. Déjà, il y a une partie de soi qui se lâche, comme si le corps le reconnaissait et le lâchait. Est-ce que ça veut dire que quand il y a ce relâchement-là, cette reconnaissance-là, vous, en tant qu'ostéo, et quand vous êtes sur le corps de la personne, de votre client, vous ressentez à ce moment-là ce relâchement? Et ça, si oui, ça se traduit comment? Alors, ça se traduit par soit la personne soupire, soit la personne sent de la chaleur sous les mains, soit la personne sent une détente, ou les tissus qui bougent, comme pour se retrouver en équilibre. Oui, parce que quand on parle effectivement de la mémoire tissulaire en ostéopathie, ça veut donc bien dire que vous devriez le ressentir très clairement dans le corps, dans la matière des tissus. Déjà, le fait de soulever l'émotion. J'ai un process dans ma séance et à chaque fois que je pose les mains dans mon process, je demande toujours à quel niveau ça se passe. Souvent, tout ce qui est abdominal, alors je rejoins aussi sur les connaissances de la médecine chinoise. Je ne suis pas dans la médecine chinoise, mais on a toujours quelques brides, quelques partages quand on a des rencontres dans le métier. Et donc, à partir de là, ça peut aussi ressortir l'interprétation par rapport à l'organe. Et après, décortiquer sur l'émotion, ce que je viens donc mon petit rayon, pour ensuite partager, dire pourquoi et comment on peut voir éventuellement les choses sous un autre angle, vers à moitié vide, à moitié plein. Et alors ce travail-là, évidemment, j'imagine que pour aller chercher la cause, ça ne se règle pas en une séance. Non. Souvent au moins 2 fois. Et à chaque fois, vous revenez là où vous avez identifié la problématique? Alors, à chaque séance, c'est un peu comme c'est comme un iceberg. Vous avez ce que je ressens, c'est toujours le sommet de l'iceberg. Alors, il peut y avoir, si jamais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, oui, je risque de revenir. Souvent, il y a toujours quelque chose qui a été lâché par la personne. Alors, mais là, ça vient sur un autre plan. Parce que sur une problématique, vous pouvez avoir plusieurs causalités qui peuvent se mettre en place. Bien sûr. Donc, si tout ça c'est fait, on va retrouver autre chose. Souvent, au bout de 2 séances, les personnes se sentent mieux. Personnellement, je propose toujours de se revoir un peu plus tard, entre 3 et 6 mois. Les personnes préfèrent rappeler parce que c'est leur droit et c'est leur vie aussi, leur chemin de vie. Donc, c'est à eux aussi à voir. Mais vous avez plusieurs motifs de ça. Ça peut être des personnes donc, qui sont dans là en ce moment, on est à l'automne et il y a pas mal malheureusement beaucoup de personnes qui vivent des décès. J'entends beaucoup parler de décès en ce moment. Donc les gens sont un peu plutôt effondrés, plus l'accumulation du quotidien qui peut peser. Après, vous avez des personnes qui viennent me voir en disant « voilà, j'ai entendu parler de votre approche, je voudrais savoir un peu où j'en suis ». Ça m'est déjà arrivé. C'est surtout ça. Puis après, c'est les entretiens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle de votre approche, il y a les gens qui viennent vous voir, qui vous consultent, ils n'ont pas nécessairement de mots physiques. Parce que quand on parle d'ostéo,
On parle physique. On parle physique. On parle du corps. Et pas nécessairement du côté émotionnel. C'est pour ça que vous avez cette approche en mémoire tissulaire pour justement valoriser le côté émotionnel qui se reflète ensuite dans pas des pathologies, mais en tout cas des dysfonctionnements physiques dans le corps. On est bien d'accord? Oui. Alors vous avez les deux. Il y a des personnes qui n'ont pas mal. C'est ça. Et qui mais viennent ils quand même sentent vous que voir. ça va pas parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc ça veut dire qu'on peut venir voir un ostéo en mémoire tissulaire. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Après, il y a aussi des personnes qui viennent. Bon, il y a aussi le côté douleur qui fait la démarche plus en disant bah, ça fait plusieurs mois que je voulais venir vous voir. Mais j'ai pas encore eu l'occasion. Et là, c'est l'occasion qui faisait le larron, quoi. Est-ce que la plupart des gens qui viennent vous voir arrivent à identifier la cause? Est-ce que c'est une majorité ou est-ce que des gens viennent avec un gros point d'interrogation mais ils ressentent qu'effectivement ça ne va pas? Pas toujours. Et il y a des personnes qui viennent, qui sont en cheminement intérieur et qui, eux, savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bon, souvent, on est l'effet miroir. Ça, c'est un avantage, je trouve, parce que j'ai l'impression que je suis un interprète entre la personne pour l'explication et le corps, c'est les tissus de la personne. Et donc, quelque part, je suis un interprète qui traduit la problématique. Et vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Non, la question, c'était de savoir si les gens savaient effectivement pourquoi. Alors, il y a ça. Et puis après, il y a les personnes qui viennent. Souvent, ce sont les personnes qui ont mal. Mais dans la séance, toujours le problème de la cause, je sens qu'en interrogeant l'organe, comme je vous avais dit, il y a un problème émotionnel. Et sans l'émotion, si elle ne m'a pas donné la permission, je ne me permets pas d'y aller. Et j'ai dit, est-ce que la notion de vous parle? Là, il y a surprise ou pas. Alors, essayez de nous, et ça c'est intéressant, Raphaël, essayez de nous décrire, quand vous êtes sur l'organe, comment est-ce que vous ressentez qu'il y a le blocage, le trauma, la cause émotionnelle? Comment est-ce que vous le ressentez? Vous avez les mains précisément à l'endroit de l'organe. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça chauffe, ça picote, il y a quelque chose qui vous indique que la problématique est là? Alors, le mécanisme de chauffe, de travail, tout ça, c'est au moment de la reconnaissance, on va dire, je pense. Ce qui me permet de dire, voilà, là, il y a quelque chose, c'est que c'est ce que je vous avais dit avec Emoto, l'onde vibratoire, la pensée. Je me branche sur l'organe et j'interroge. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est psychique? Est-ce que c'est chimique, métabolique? Et quand je sens ça, je sens souvent, c'est une expansion. S'il n'y a rien, ou si ça se rétracte, c'est souvent rien, c'est non. Et à partir de là, je commence à demander. Est-ce que c'est colère? Est-ce que c'est émotion? Voilà, j'ai ma petite liste d'émotions. Et là aussi, à chaque fois, si c'est oui, je sens une ouverture, comme s'il se reconnaissait, comme s'il reconnaissait que j'avais trouvé la problématique. Mais qui, il? L'organe, les tissus, sous ma main. Sous le toucher de votre main? Oui. Ok. Mes mains sont simplement posées. D'accord. Et donc, cette expansion-là, comment on peut la décrire? Vous arrivez sur l'estomac, vous faites votre checklist, et au moment où, effectivement, la problématique, c'est l'estomac qui est lié à une émotion spécifique, que fait l'estomac? Alors, soit, là, l'estomac, c'est plus plat. Donc, c'est souvent... mauvais exemple. Là, c'est pas grave, mais c'est souvent on va dire une amplification. Ok. Comme un relâchement. Et là, je sais que je suis sur la bonne émotion ou sur l'information que je pourrais partager si la personne m'avait évidemment autorisé. C'est très subtil. Ah, tout à fait. C'est même... C'est tissulaire. D'ailleurs... Oui, mais vous dites... Alors, c'est drôle parce que quand vous dites c'est tissulaire, ce côté vibratoire, alors c'est tissulaire, ça, c'est l'ostéo qui veut se rassurer, ça. J'ai le sentiment, quand vous en discutez comme ça. Mais c'est presque médiumnique, enfin, je veux dire, c'est presque quantique. Ah. C'est presque le ressenti vibratoire. Quand vous décrivez ce que vous décrivez là, c'est exactement quand quelqu'un est médium et nous dit « mais moi, je ressens une vibration ici, de mes guides, de machin ». On pourrait faire ce raccourci-là et ce parallèle-là, à la limite.
Des clients m'ont me demandaient si j'avais pas un côté médiumnique ou magnétisme. Je suis d'accord. Là, je sais pas. J'utilise ces outils-là. Oui, c'est ça. Ouais. Je cache pas que dans mon cursus où j'ai bouquiné, j'ai fait pas mal aussi de choses. J'ai fait des stages de magnétisme, j'ai fait des stages d'énergétique, des stages de constellation familiale aussi, donc d'ouverture personnelle. Oui, quoi, personnelle, bien sûr. Non, mais ça contribue effectivement à cette sensibilité que vous pouvez avoir. Mais est-ce que ce que vous faites en tant qu'ostéo et au travers de la mémoire tissulaire, c'est la même chose qu'un magnétiseur, en fait? Je peux pas répondre parce que ce témoignage, on me l'a déjà dit. Maintenant, possible. Oui, oui. Non, mais je dis pas non. Je pense que la démarche est la même, en fait. Tout à fait. C'est une sorte de magnétisme. Alors, et ça, c'est venu progressivement avec mon travail. Alors peut-être que la différence avec le magnétisme, c'est le fait de le faire à distance ou pas. Vous pouvez le faire à distance? Non. Non. Ce que le magnétisme peut faire. C'est pour moi la différence entre l'ostéopathie, où il y a peut-être un besoin de toucher. Alors, encore une fois, je parle pour ma paroisse, pour moi-même. Et plutôt que le magnétiseur, où je le vois peut-être comme un ostéopathe, mais à distance. C'est ça. D'ailleurs, on a tous nos chefs de file. Il y avait des tests à distance de vibration comme ça pour justement tester. Alors à partir de là, quand on rapprochait le corps plus près du corps, on sentait des résistances parce que le corps émet une énergie. Et donc ils avaient peut-être une sensibilité fine qui permettait de sentir des résistances et là dire c'est à partir de là qu'il y a une blessure ou qu'il y a un blocage ou qu'il y a quelque chose. Et je ne cache pas que par ce travail un petit peu d'énergétique, je suis conscient que le corps physique est la dernière couche émotionnelle et la plus dense qui est là. Donc quelque part avec ça, il peut y avoir une influence de blocage à distance sur le corps. Là, on rentre dans des choses un petit peu plus d'échanges qui dépassent un peu notre cadre de rencontre. Mais effectivement, ça peut aussi être une réflexion. Mais alors, c'est ça qui est fascinant, c'est que sur les bancs de la fac ou dans le cursus universitaire des écoles d'ostéo, je suis pas sûr. Est-ce qu'il y a cette dimension vibratoire, quantique et autres? Non, pas du tout. Je vous fais une confidence. J'ai su à peu près à ces moments-là, j'avais l'occasion de parrainer une étudiante en ostéopathie qui m'avait dit, qu'elle était en 6e année, qu'on avait parlé des motos qu'en juin de sa dernière année. Donc vraiment à la fin de ses études. Bon, je vous dis ça en 2006, maintenant je ne sais pas où ils en sont dans l'évolution du programme. Mais quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, mais pourtant c'est la base puisqu'on travaille sur le corps. C'est là où on se dit que c'est fou quand même, oui. Qu'il n'y ait pas au moins... dans un cursus d'ostéo, qui ait au moins cette dimension vibratoire. Non, mais c'est très bien que... Oui, c'est de la recherche, c'est de la prise de conscience, c'est de la... Alors après, découverte. Quand vous vous retrouvez, et c'est l'exemple que vous donniez en tout début de notre échange, et de dire que quand vous recevez un patient une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, pour la même problématique, si vous n'intégrez pas la dimension vibratoire pour aller chercher la cause, il peut revenir 50 fois. Hein. Pour moi, c'est qu'il y a autre chose ailleurs. C'est qu'il y a autre chose ailleurs. D'ailleurs, je reprends toujours la phrase, tout le monde vous allez la reconnaître, hein, la vérité est ailleurs. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. C'était une de mes séries préférées. Bah oui, David Vincent sort de ce corps. X-Files. Là, c'était X-Files. Je croyais que c'était Les Envahisseurs. Les Envahisseurs, non, là, j'étais trop jeune. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai pas suivi. Je viens de prendre un coup de vieux en 10 secondes, là, c'était réglé. Non, mais c'est vrai que je trouve ça très intéressant qu'aujourd'hui, mais on sent bien que disons que la médecine allopathique s'ouvre quand même et prend conscience de cette dimension vibratoire autre et qui peut venir effectivement en complément d'un cursus universitaire classique, quoi. Ça, c'était un rêve de Barbara Ann Breman, une des grandes magnétiseuses, qui disait, à la fin de son bouquin, je rêve que lors d'une opération chirurgicale, il y aurait un magnétiseur et un chirurgien, parce que par la lecture des auras, on pouvait prévenir d'éventuels problèmes, quoi. Est-ce que vous vous êtes testé pour aller plus loin
Justement, vous parlez de lecture des auras, vous parlez effectivement de peut-être faire des soins à distance comme un magnétiseur et pas rester sous l'étiquette rassurante de l'ostéo. Je me suis jamais posé la question. Vous qui êtes un expérimentateur, vous devriez avoir envie de faire ce genre de choses. Oui. Ah oui. Tester à distance, par exemple, pour avoir... comme je disais, je mets les mains sur le corps, mais si je pouvais tester à distance, me rapprocher du corps de la personne, à l'endroit où j'ai senti le problème, et travailler le blocage énergétique, donc du coup, là où j'ai senti la résistance du corps, parce que pour moi, il y aurait blessure à cet endroit-là qui ne produit pas assez, c'est quelque chose que j'avais déjà envisagé. Mais quant à savoir si ça peut être accepté, parce que ça fait partie des problèmes d'approche et d'explication de mon approche, je ne sais pas si beaucoup de gens comprendraient. Bon. Il y a un conseil de l'ordre. Hein, dans les ostéopathes, non. Non, il n'y a pas de conseil de l'ordre. Okay. Non. Bon. C'est déjà ça. Autre point aussi qui est intéressant, c'est que quand on ressent ce genre de choses, ça veut donc dire que la séance entre vous et votre patient, elle est quand même beaucoup basée aussi sur l'échange et le dialogue. Je préfère. Quand la personne est... alors ça, je teste toujours comme ça. Mais quand la personne m'a donné l'autorisation, souvent je l'entends dans le questionnaire, je préfère parce qu'il y a un échange. Et puis, ça permet aussi à la personne de ressentir cet état de fait. Et souvent, et ça se sent souvent sous les doigts, je sens la personne comme s'il y avait une énergie qui changeait, mais je le sens aussi dans les doigts, mais aussi dans la perception de la personne. Je dis, ah, là, je crois qu'il y a quelque chose qui change. Souvent, je vois la personne qui sourit en disant, effectivement. Et je sens dans les tissus aussi ce travail qui est de détente. Et après, effectivement, quand on parle du monde émotionnel, qui ensuite se reflète effectivement sur le corps physique et sur les tissus, on sait que s'il faut aller rechercher l'information, la cause, parce que vous savez qu'effectivement, il y a un organe ou un tissu du corps qui vous révèle quelque chose, sauf qu'entre le moment où vous avez cette information, le moment où vous le donnez à votre cliente, ou en tout cas vous l'informez qu'il y a quelque chose, il faut qu'il ou elle l'admette, le reconnaisse. Alors, il y a plusieurs personnes, souvent des personnes qui ont la faculté de se souvenir de l'événement, de la situation. Il y en a d'autres qui admettent effectivement la chose. Il y en a d'autres qui disent ouais, non, c'est pas. Souvent, c'est les petits événements qui passent presque inaperçus d'ailleurs, qui peuvent être assez importants parce que, au niveau tissulaire et corporel, c'est presque insidieux. Moi, j'ai entendu des gens dire. Et c'est peut-être lié à la blessure du passé. Et oui, aussi. Mais j'ai entendu des gens dire, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 5 ans ? En faisant une technique comme ça, tissulaire, justement, une mémoire tissulaire. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 5 ans ? Il y a eu quelque chose, Allez rechercher une info à l'âge de 5 ans. Souvent, je ne m'approche pas comme ça. Je propose... C'est pour ça que je date. Je donne le contexte de vie, c'est-à-dire si c'est un conditionnement qu'on s'est mis en place, ou bien si c'est c'est-à-dire lié à l'éducation ou autre, ou c'est soi-même qu'on a été touché dans sa sensibilité propre. Et après, savoir ce qui est l'attitude. Alors, soit de son interlocuteur, c'est pour ça que je parle d'homme ou d'énergie masculine, femme ou énergie féminine, mais aussi de situation ou d'état d'esprit, parce que le contexte n'est pas du tout les mêmes. Pour donner un peu plus de précision sur la situation, alors des fois, ça ne marche pas toujours, d'autres fois, c'est facilitant. Ou ça marche a posteriori. Ou des fois, effectivement, quand on voit, je me souviens... Exact. Donc il revient à la deuxième séance en disant, vous savez ce que vous m'avez dit sur la première, j'ai fait ma petite enquête, j'ai fait mon petit truc. C'est ça. Et effectivement, je me rends compte qu'il s'est passé ça. Voilà. Et ça, c'est d'autant plus intéressant parce que là aussi, dans l'émotionnel, j'interroge.
Je me demande si c'est quelque chose qui est répétitif ou qui est une seule fois. Je demande également si c'est par la datation, je peux en déduire aussi que ça ne vient pas forcément, si ça dépasse l'âge de la personne. Je demande si c'est du côté du papa ou de la maman, en arbre généalogique. Après, au-delà du papa et maman, je ne vais pas demander parce que sinon, je peux m'en sortir. Et souvent, c'est intéressant parce que la personne, si évidemment elle le partage avec son parent, je leur dis toujours, ça c'est 2 événements. Alors, votre maman ou votre papa, peu importe, l'a vécu de cette façon-là, mais vous avez aussi vécu cette façon-là. Et souvent, c'est des choses que la personne n'aime pas chez son père ou sa mère, ça touche vibratoire. Et là, qu'est-ce qui vous aimait pas chez votre papa? Il y a un effet miroir qui fait que ça permet à la personne de se renvoyer la chose, quoi. Alors, il arrive aussi que dans l'émotionnel, parce que là aussi, il y a des échelles de datation, dizaines d'années, années, semaines, mois et jours, vous avez l'émotion, la même émotion, qui s'engramme dans 2 situations qui sont analogiques, mais le corps réagit de la même façon. Et donc, ça, c'est intéressant aussi, parce que pourquoi j'ai eu cette peur ou ce chagrin-là? Parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Ici, pourquoi il y a eu ce chagrin? Parce qu'il y a eu ceci et cela. Et là, le chagrin, s'il vient là dans la séance, je dis, il y a un point commun dans les 2. Alors après, mon rôle s'arrête là, parce que c'est la personne qui l'a vécu, ça. Mais je leur dis, il y a certainement un point commun qui fait que votre corps, c'est comme un ordinateur, réagit de la même façon. Oui, mais vous dites votre rôle s'arrête là. Vous allez intervenir sur la cause. Oui, bien sûr, mais dans l'interprétation, dans le connaître, je ne l'ai pas vécu. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien après, sûr. Oui, effectivement, au niveau du tissu, je vais faire un travail d'accompagnement tissulaire. Et alors, une fois que ce travail d'accompagnement tissulaire est fait, il n'y a plus de risque de rechute, comme on dit? Ça ne peut pas revenir? En tout cas, pas identique à ce que j'ai fait. S'il y a encore un travail où il y a plusieurs mémoires, tout ça se stocke aussi, il y a de l'archive, je vais dire. Donc on peut revenir sur cet organe-là pour travailler autre chose. Mais le identique exact, je l'ai rarement... revu une seconde fois. Voilà. Bon. On dit que tout bon thérapeute, accompagnant de vie, etc., commence par soi-même. Ah, tout à fait, ça a été une grosse prise de conscience de moi-même. Qu'est-ce que vous êtes allé rechercher chez vous? Je ne comprends pas votre question. À quel niveau? Justement, est-ce que vous êtes allé voir des confrères qui auraient pu... Comment je fais mon cheminement personnel? Et oui, est-ce que vous êtes allé voir des confrères ostéo, par exemple, et notamment en mémoire tissulaire, pardon? Oui, je l'ai fait, oui. Qui ont identifié des choses chez vous? Vous avez identifié des choses chez vous? Oui. J'ai fait pas mal d'ateliers aussi personnels, ce qu'on appelle. Okay. Je me souviens d'un atelier qui m'a énormément travaillé sur moi. C'est ce qu'on appelle la voie des sens. C'est-à-dire que c'est un atelier sur un week-end où on faisait par le jeu, on découvrait des réactions personnelles qui étaient mises en place. Et alors après, si on est trop dans le mental, on va essayer de comprendre. Ou on réussit à lâcher la chose. J'ai fait des stages d'ostéopathie tissulaire. Là aussi, je fais de plus en plus des stages où on a l'impression de travailler sur soi et non pas des catalogues de techniques. C'est bien au début, ça. Mais après, je pense qu'il y a aussi dans la mesure où vous donnez ce que vous êtes, il y a un travail aussi personnel à avoir. Bien sûr. Qu'est-ce que ça a révélé de vous, alors, tous ces stages? Je crois que je suis parti de très loin. Mais j'étais de nature très... Je pense très il y a rigide qui me vient, mais très droit. Très structuré. Très structuré, voilà, très organisation. Et donc, déjà, cette détoxination m'a fait beaucoup. Après, j'avais été voir un collègue pour tout ce qui est psychologie, etc. Mais c'est important, c'est aussi de savoir comment on fonctionne. Et oui.
Et à partir de là, vous pouvez lâcher ce qui vous plaît plus ou ce qui ne vous convient plus. Le stage de magnétisme, je vous ai parlé de magnétisme tout à l'heure. Là aussi, c'est un travail personnel en même temps qu'un travail d'approche. J'avais fait aussi une méthode qui venait d'Afrique du Sud, qui s'appelle le Life Alignment. Là aussi, où on devait travailler sur soi. Et dès qu'il y a un travail personnel à faire dans une formation ou un atelier, alors là, je fonce. Quel est l'outil dont vous auriez besoin aujourd'hui, qui vous intéresse, l'approche complémentaire à ce que vous faites en mémoire tissulaire? Je crois que je l'utilise, mais des fois j'ai l'impression d'être Don Quichotte. Déjà, l'expliquer à autrui, à mon prochain, que l'ostéopathie n'est pas qu'une approche physique. Et on est trop souvent sur l'aspect physique, mécanique. Et dire qu'on peut aussi aller dans les émotions, voir dans son intériorité. Beaucoup de gens ne sont pas prêts encore et c'est difficile d'expliquer ça. Et c'est par le questionnaire que, j'aime pas dire interrogatoire, questionnaire, que je me rends compte si je peux ou je ne peux pas. Il y a ça, et puis la prévention, l'entretien. Ça aussi, c'est quelque chose que j'explique beaucoup. L'exemple qui m'est cher, c'est la voiture. La voiture, vous l'entretenez, la voiture. Et donc, pour qu'elle roule mieux, le corps, c'est la même chose. On est dans un monde déséquilibrant, que ce soit physiquement, que ce soit les événements de la vie n'est pas toujours facile, que ce soit l'humidité, les virus, tout ça. Donc on est dans un monde déséquilibrant et c'est bien de temps en temps de faire une séance pour s'entretenir le corps. Et pourquoi je pense à la voiture? Parce que le corps est notre façon de nous déplacer sur Terre et ça rejoint un petit peu cet exemple de voiture. Surtout que si vous avez beaucoup de blocages, vous dépensez beaucoup d'énergie. Si vous en avez moins, vous roulez et vous avancez plus facilement. Comme le frein à main sur une voiture. Peut-être toujours du 100 km/h, mais la consommation n'est pas le même. Vous avez dit, juste avant, là, vous disiez, au travers du questionnaire, du questionnement, je sais si je peux y aller ou pas. Ça veut dire que parfois, vous dites à votre patient, votre client, vous dites, je ne peux pas y aller? Je tourne dans l'autre sens. Quand vraiment j'ai un doute, je pose une question qui me permet plus facilement d'être plus sûr d'aller dans l'intimité de la personne. Il ne faut pas oublier que c'est de son intimité. C'est vrai. Et donc, à partir de là, j'ai la permission ou je ne l'ai pas. Donc, quand j'ai un doute pour savoir si, je pose la question un peu plus franchement. Alors, quand elle a vu l'exemple de la personne qui a vu 4 ou 5 collègues plutôt au niveau mécanique, là, j'explique. Et je demande si elle est d'accord pour que je puisse aller un peu plus dans une autre direction. Toutefois, je vous ai dit que c'était mieux pour moi d'avoir l'accord de la personne pour échanger. Il m'arrive de pas l'avoir, mais je travaille dans ce cas avec les tissus et je me mets dans ce travail vibratoire que je vous disais par la pensée. Mais je trouve que c'est moins. J'ai l'impression qu'il y a une résistance parce qu'il y a pas il manque quelque chose, quoi. Il manque quelqu'un. Chez certains médiums, par exemple, il y a des médiums qui disent lorsque j'ai l'information, alors, quelle que soit l'information, par rapport à son consultant ou consultante ou client, si j'ai l'information, c'est que la personne peut l'entendre et doit l'entendre. Je vous pose la même question. Si vous ressentez l'information, est-ce que la personne, vous devez délivrer cette information? Vous devez de la délivrer? Alors au début, je le faisais. Mais j'étais confronté à des réactions très fortes. Et oui. Et c'est là où je me suis rendu compte, de même le bouche à oreille. Je me suis rendu compte que on conseillait, mais on n'expliquait pas ce qui a été fait pendant la séance. Donc la personne venait, j'avais la même approche,
mais la personne, je me suis rendu compte que cette personne-là n'était pas prête à entendre certaines choses. Maintenant, j'essaye de me mettre au diapason de la personne. C'est sûr que j'aurais préféré être médium, comme ça je pouvais dire, voilà, je peux y aller, je ne peux pas y aller, mais bon, c'est chacun... Oui, c'est une forme de médiumnité un peu. Et donc, à partir de là, il y a aussi des personnes qui... c'est souvent celles qui ont fait du Reiki. J'ai remarqué qu'elles étaient prêtes à travailler, mais dans certaines conditions. Et on pense travailler sur soi, et puis finalement, j'ai dit, ah, je dois faire quand même attention à ce que je dis. C'est leur séance, je respecte tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, c'est toujours une approche particulière, parce que comme vous êtes dans cette intimité des gens, vous avez une grosse responsabilité quant au message que vous délivrez. Ou en tout cas, au questionnement que vous pouvez susciter auprès de votre client ou votre patient, suite à un blocage que vous ressentez ou quelque chose que vous avez identifié, une cause que vous avez sans doute identifiée. Et si votre patient n'est pas du tout au courant, ou prêt à l'entendre, c'est là où il y a une diplomatie à avoir, un tact à avoir et une approche quand même assez subtile. C'est surtout si elle est venue parce que sa vertèbre lui faisait mal, point barre, quoi. Exactement. Et c'est là où c'est une de mes difficultés, c'est de me mettre finalement en phase avec, au diapason de la personne. Si vous deviez... alors c'est très réducteur et sans doute un peu léger, mais voilà. Si vous deviez dire, voilà, une hernie discale, c'est sans doute ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas faire ça, associer une pathologie une pathologie mécanique à un problème émotionnel. Je ne dirais pas ça pour plusieurs choses. D'abord, c'est très, comme vous dites, c'est réducteur. C'est vrai. Parce que tout n'est pas concentré sur une chose. C'est sûr. Il ne faut pas oublier... Mais ça peut donner des idées, je trouve ça sympa, moi. Non, quand vous dites, par exemple, souvent on entend dire voilà, j'en ai plein le dos. C'est une expression, mais c'est aussi une réalité. En avoir plein le dos, il y a quelque chose. Là-dedans, vous avez le physique et vous avez le psychologique. Bien sûr. Quand on sait qu'il y a les gens qui ont des problèmes de prostate, par exemple, on sait qu'il y a un rapport émotionnel avec la prostate, par exemple. Oui, mais tout le monde n'a pas forcément le même problème. On est bien d'accord. Donc, il y a aussi des terrains qui font qu'on ne peut pas tout englober. Il ne faut pas oublier que... C'est réducteur. Et ça aussi, dans nos principes d'ostéopathie, on a l'unicité de la personne. Mais chaque personne est unique. Et donc, à partir de là, vous ne pouvez pas faire un ensemble parce que, justement, on dit rate, c'est ça. Poumon, c'est tristesse. Foie, c'est colère. D'accord? Mais, et c'est là où c'est intéressant, je me suis rendu compte de ça, c'est que en interrogeant au niveau émotion, je me rends compte qu'il y a d'autres émotions dans cette base qui a provoqué la colère, mais il y a eu d'autres choses qui sont mis plusieurs choses. Et quand vous avez cette hernie discale, effectivement, vous avez le côté peut-être émotionnel, vous avez le côté fragilité, génétique, la constitution, le métier. Tout le monde ne fait pas le même métier. Vous avez peut-être l'alimentation ou le métabolique, le côté maladie, santé, je ne sais pas, que sais-je. Donc on ne peut pas tout mettre... Il y a plein de paramètres. Voilà. Bon, j'aurais aimé, mais non. Ça serait trop facile. Ça serait trop facile, c'est vrai que ça serait trop facile. Mais c'est vrai que ce que vous avez évoqué sur le foie, les poumons et des choses comme ça, on fait tout de suite un raccourci. On dit, ah, ben voilà, si vous avez une douleur ici, si vous avez... Et je reprends l'exemple que je donnais au début. Vous avez, en face du cabinet où j'exerce, il y a un stop. Il y a un accident. Il y a du sang partout, il y a les morts, enfin je ne veux pas être macabre, mais bon, voilà. Vous avez 4 témoins. 4 réactions différentes. C'est vrai. Pourquoi? Moi, j'en ai déduit qu'à une chose. Ils voient une même réalité. Mais quelque part, ils ont leur histoire et ils voient l'événement avec leur histoire. D'ailleurs, on dit filtre aussi, avec leur filtre. Et donc, à partir de là, vous en avez un qui est là, il y a du sang, alors lui, il tombe dans les pommes. Vous en avez un autre qui, il y a eu un gros bruit, peut-être que le grand-père lui a parlé de la guerre mondiale, etc. Donc, il est parti en courant comme si il y avait le diable au tréos. Il y en a un autre qui va casser la figure parce que l'autre a grillé le stop et a provoqué l'accident. Et il y en a un autre, alors évidemment, je caricature, il travaille sur lui, il est centré sur lui. Bon, on va mettre en place les choses,
On sécurise, on va prévenir les secours, et après on voit ce qu'on peut aider et faire. Un événement, 4 témoins, 4 réactions différentes. Oui, tout à fait. Et là, on peut étendre ça au côté physique, au côté santé, habitude de vie. Mais vous devez etc. quand même avoir une grille de lecture qui vous oriente assez rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'expérience, vous avez les automatismes. Évidemment, après, il faut affiner, il faut être beaucoup plus subtil. Et... c'est pour ça que j'interroge à chaque fois si je dois aller sur du physique, si je dois aller sur de l'émotionnel. Sur... Le sommet de l'iceberg, il y a on n'en a pas parlé, mais mes points qui sont importants, c'était donc émoto, mes prises de conscience qu'il faut travailler sur moi. Il y a aussi une phrase qui est... qui m'a marqué, qui est important pour nous, c'est d'un ostéopathe qui s'appelle Ron Becker, qui fait partie de nos maîtres, si je peux. Et la phrase, c'était « Seuls des tissus savent ». Et ça, quand j'ai pris l'incandescence, je dis « Ah ouais, effectivement ». Donc c'est eux qui vont nous dire ce qu'il faut faire. Mais c'est là où il y a un paradoxe incroyable. Quand vous avez un maître comme ça qui vous dit « Seuls les tissus savent », et qu'à côté de ça, dans les écoles de formation d'ostéo, la dimension vibratoire est inexistante, il y a un problème. Et j'allais même plus loin pour terminer, c'était de dire, les centres, on dit quoi, une école d'ostéo, c'est ça? Une école d'ostéo. Les écoles d'ostéo qui aujourd'hui ne prennent pas en compte cette dimension vibratoire, elles sont complètement dépassées, elles sont à côté de la plaque. Je ne peux pas vous répondre parce que je ne fais pas les enseignements. Mais sachez, bien joué la réponse. Sachez que l'ostéopathie est de 1899, d'Attestil, un Américain. Ouais. Au 19e siècle, ils n'avaient pas les connaissances qu'on a maintenant. Ouais. Et donc, c'était vraiment un visionnaire et il était très, d'après ce qu'on me décrit dans mes stages, très sensible au ressenti par rapport au corps. Donc, quoi vous dire de plus? Est-ce que l'évolution de la société fait que l'ostéopathie évolue aussi? J'ai reçu un ostéopathe, je crois, de Grenoble, il me semble, qui, lui, était spécialisé sur les migraines. Et il expliquait, pour un ostéo, à quel point l'état migraineux, un ostéo, de quelle manière il devait intervenir sur un plan purement vibratoire pour justement régler définitivement ces migraines ophtalmiques, migraines ceci, migraines cela. Donc, il prenait en compte, effectivement, la dimension vibratoire. Vous n'êtes pas nombreux à être venus sur le plateau, mais je dois en avoir 3 ou 4 d'ostéos qui ont bien compris que cette mémoire tissulaire, elle est absolument essentielle dans l'approche en ostéopathie. J'avais vu une émission où ils disaient que sur Bordeaux, ils avaient découvert que les fascias engrammaient les émotions. Exact. Donc, on commence à venir aussi sur cet aspect. Et tant mieux, c'est bien. Tant mieux. C'est bien. Cher Raphaël, qu'est-ce que vous aimeriez... Vous formez au fait ou pas? Non? Je ne forme pas, non. Vous formez pas? Alors pourquoi? Parce qu'on me l'a déjà demandé. Hein. Ah oui. Parce que c'était un travail que j'ai fait intérieurement. Donc pour moi, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs, pour le partager. Et je vous en remercie. Par contre, expliquer ce que je ressens pour que l'autre applique. Théoriser est plus compliqué. Ouais. Le conseil que je peux donner, c'est travailler sur vous. Faites des stages ou des ateliers de cheminement personnel. Lisez. Et je suis plus dans l'apprentissage. C'est-à-dire quand un étudiant en ostéopathie me téléphone en me disant « voilà, je voudrais venir », bon, je préviens aussi que c'est la séance de la personne. Donc, faut concevoir que des fois, ça peut être dans la salle d'attente. Ouais. Qu'on passe du temps. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout de partager, de dire ce que je fais, de raconter. Donc, c'est un peu de l'apprentissage plutôt que des cours. Les cours, oui, j'aurais pu en faire. Mais j'ai une maman enseignant et ça ne m'a vraiment pas emballé du tout. Vous êtes sevré, calmé. Mais par contre, de partager dans des partages, des ateliers et sur le terrain, ça me plaît plus, oui. Est-ce que cette dimension presque, allez, moi j'ose dire le mot médiumnique que vous pourriez avoir, en tout cas cette vibration subtile que vous arrivez à exploiter dans votre approche de l'ostéopathie, est-ce que vous avez envie de la développer encore plus?
Ah oui, je pense qu'il faut toujours... pour moi, j'ai l'impression que c'est pour la vie, quoi. C'est un cheminement de vie et... Mais aller encore plus loin, quoi. C'est-à-dire même à la limite, développer votre intuition plus, vous voyez, des choses comme ça. Ouais. Après, il faut trouver la vie qui fait rencontrer les bonnes personnes. Mais ça, c'est un truc qui vous... Oui, pour être toujours un peu plus dans le ressenti et dans la sensibilité. Ça me permet, oui. Alors, vous l'aurez compris, si vous voulez passer entre les mains de Raphaël Ballas, il va falloir se déplacer. Je suis sur Villeneuve-d'Ascq. Jusqu'à Villeneuve-d'Ascq. Bon, je ne sais pas quelle est la spécialité gastronomique de Villeneuve-d'Ascq. Il y en a une ou pas? Moules frites. Les moules frites. Oui, bah oui. La braderie était là. Bah oui, la braderie de Lille n'était pas loin. Mais il y a d'autres choses, hein. Le maroilles, vous avez tout ce qui est avec maroilles, vous avez tout ce qui est carbonate flamande. Vous savez que je fais une parenthèse sur le maroilles. J'en ai mangé il y a quelques semaines de ça, pour la première fois. C'est extraordinairement bon. Ah oui? Qu'est-ce que c'est bon? Bah, l'image de marque, c'est l'odeur, mais le goût est très bon. Non, mais je vous assure, même complètement une diversion, là. En sauce, vous savez? Poulet au maroilles. Avec des frites, bien sûr. Oh, pop, maison, hein. Maison, ah bah, plus. Maison, les frites, hein. Commencez pas à sortir un truc de congelé, non, des vraies frites maison, hein, qui vont bien. Bon, merci infiniment. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour entrer en contact avec Raphaël Ballas. Écrire. Vous allez écrire? On m'a déjà dit. Bah oui, on vous dit beaucoup de choses, hein. Mais entre les cours, l'écriture et tout le reste, il va falloir qu'à un moment donné, vous libériez ça, parce que visiblement, on vous pousse. C'est pour ça que je suis venu ici. Et on vous essaie de... Oui, d'accord, mais il faut que les gens puissent, à un moment donné, se plonger très concrètement et approfondir très concrètement ce que vous dites. Mais je comprends que ça soit tellement difficile, parce que c'est de l'ordre du subtil. Subtil, et on est dans un cadre sociétal où il y a aussi des choses, des règles, oui. Où on est tenu et faire attention à ce qu'on dit, quoi. Vous pensez que vous prenez des risques Je sais pas. En disant ce que vous venez de dire? Non. Je sais pas. Je vous ferai le retour après. Ouais, c'est ça. C'est bon, on va le voir arriver en disant bon, écoutez, c'est mort, j'arrête tout. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous. Merci infiniment. Partagez, commentez tous les liens pour entrer en contact avec le cabinet de Raphaël Ballas autour de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.